Braun-Pivet, bonjour. Bonjour. Présidente donc de la commission des lois à l'Assemblée, députée des Yvelines. Le procès des attentats du 13 novembre a commencé hier, il va durer jusqu'en mai 2022. Salah Abdeslam a commencé en accusant la justice de traiter les accusés comme des chiens. Comment réagissez-vous ? Je trouve ça indécent. Indécent parce que on est sur l'affaire la plus grave qui soit arrivée à notre peuple et à nos concitoyens, je crois, la plus grave de toute son histoire récente. Et le procès est un moment important, c'est le moment de la démocratie. Qu'en attendez-vous de ce procès ? Justement, j'en attends finalement juste l'application de la règle de droit, juste le temps judiciaire, un temps judiciaire qui se déroule finalement, qui doit se dérouler le plus normalement possible pour un procès hors norme. C'est ce qu'a rappelé le président du tribunal. Même si ça donne une tribune politique. Alors, mais on ne choisit pas les accusés qui sont dans le box, mais en revanche, les victimes sont là, les parties civiles, les avocats, les magistrats. Nous devons juger ces hommes. Vous savez, quand on a jugé Barbie, Barbie n'a quasiment pas assisté à son audience. Pour autant, ces procès doivent avoir lieu. C'est important pour notre République. Salah Abdeslam va avoir 32 ans. Donc, s'il est condamné à la peine maximum, donc avec 30 ans de peine de sûreté, il sortira à 62 ans. Certains disent, mais il peut encore, à ce moment-là, être terroriste ou inspirer des terroristes, et propose la perpétuité réelle. On ne sort jamais, on meurt en prison. Que répond la juriste ? Alors, la juriste répond qu'aujourd'hui, on ne sort pas quand la peine de sûreté est terminée. Et on ne sort pas de droit. Il y a des commissions, il y a des instances qui examinent chaque situation. Donc, il faut laisser toujours la possibilité mais ça n'est jamais automatique. Et il y a certaines personnes qui, dans notre pays, purgent leur perpétuité. Ce procès va impacter la présidentielle. On va en parler dans la campagne. Ça peut donner des excès sécuritaires. Alors on va en parler, mais parce que on va parler du terrorisme. Le terrorisme a continué dans les mois qui nous précèdent à endeuiller notre pays. Donc le terrorisme est toujours là. On voit avec l'instabilité dans certains pays que cette menace existe encore. Donc évidemment, la question sécuritaire va émailler la présidentielle. Mais finalement, j'allais dire, indépendamment de ce procès-là, mais il est important toujours de regarder l'histoire en face et de faire face à ses responsabilités. Mais encore une fois, et là c'est vraiment la présidente de commission des lois qui vous le dit, en appliquant la règle de droit, c'est ça qui fait que nous sommes une démocratie. Marine Le Pen présente une partie de son programme dans le Figaro ce matin et elle dit Emmanuel Macron est le candidat décomplexé de la mondialisation. Je suis la candidate décomplexée de la nation. Que lui répondez-vous ? Vous savez, la nation, elle n'appartient à personne ou au contraire, elle appartient à tout le monde. Et je dénie à quiconque le fait de s'ériger comme défenseur de la nation. Nous croyons et nous portons plus haut que tout les valeurs de notre République. Nous avons adopté des textes forts en la matière, notamment la loi sur les principes républicains pour faire qu'ils s'appliquent partout et sur chaque parcelle de notre territoire. Contre le séparatisme. Exactement. Et donc, voilà, moi je crois que, et je ne supporte même pas en tant que femme politique ceux qui privatisent certaines valeurs ou certaines notions. Elles appartiennent à tous et c'est comme ça que nous devons voir notre pays. Autre candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo, elle devrait l'annoncer dimanche dans un déplacement à Rouen. Vous craignez cette candidature qui pourrait reconstituer la gauche pour essayer de battre Emmanuel Macron ? Ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a de multiples candidatures à gauche et donc la gauche aujourd'hui est loin de présenter un front uni. Moi, ce qui me chagrine un petit peu et ce qui appelle à beaucoup d'humilité, c'est qu'il faut vraiment avoir la parole mesurée quand on fait de la politique. Je me rappelle d'Anne Hidalgo qui, il y a à peine un an, nous disait en pleine campagne au municipal à Paris qu'elle ne se présenterait jamais à la présidentielle en 2022. Je trouve ça dommage par rapport aux électeurs parce que vous savez, quand vous faites de la politique, vous exercez un mandat. Et la juriste que je suis va vous expliquer qu'un mandat, c'est agir pour le compte de quelqu'un pour faire quelque chose. Et je crois que Anne Hidalgo a été élue il y a un an pour être maire de Paris et pour agir et appliquer un programme. Et je trouve dommage c'est un petit peu trahir en fait le mandat que vous donnent les électeurs, de tout de suite se tourner vers un autre mandat. On voit que dans cette future campagne présidentielle, il y en a d'autres qui sont comme ça, des présidents de région notamment. Moi, je crois que quand on fait de la politique, en tout cas, c'est ma vision des choses,
chose. Quand on doit exercer un mandat, quand on sollicite le suffrage des électeurs, il faut exercer ce mandat jusqu'au bout et ne pas à chaque fois courir vers le mandat d'après. Alors lui n'est pas encore candidat, Éric Zemmour, et pourtant le CSA dit désormais il faudra tenir compte de son temps de parole comme si c'était un homme politique. Est-ce que c'est normal? Je crois que c'est juste être réaliste et juste. On voit des affiches fleurir partout pour prôner la candidature d'Éric Zemmour. On voit bien que, en tout cas c'est ce que je comprends, il se prépare. Donc il est normal que les mêmes règles s'appliquent à tous. Encore une fois, c'est ça qui fait la force d'une démocratie, la norme de droit qui s'applique à chacun de la même façon. J'ai écouté Jean Castex hier sur les réformes, le calendrier qui attend encore les parlementaires. Ai-je bien compris, la réforme des retraites, c'est fini, elle ne sera pas votée avant la fin du quinquennat? Vous avez compris que la réforme des retraites, nous souhaitions la faire. Ça, c'est sûr, on est tous d'accord et nous sommes d'accord sur son contenu. C'est une réforme de justice sociale. Le moment ne semble pas venu puisque le président de la République avait lui-même fixé des conditions en termes de fin de l'épidémie et de reprise solide de l'activité économique. Nous verrons dans les mois qui viennent si ces conditions sont remplies. Le Premier ministre, en tout cas, a dit clairement qu'aujourd'hui, elle ne l'était pas. L'épidémie fait encore rage, notamment sur nos territoires d'outre-mer et notamment sur certains territoires. Et la reprise économique, même si elle est très vivace, peut être encore fragile. Donc, il faut qu'elle soit consolidée. C'est aussi la crainte d'un mouvement social. Chaque fois qu'on touche aux retraites, il y a du monde dans la rue et vous n'en avez pas envie. On n'a pas envie de mouvement social, mais personne n'a envie de mouvement social parce qu'on a tous envie de faire des réformes qui emportent l'adhésion de nos concitoyens. Moi, je crois, et j'en suis convaincu que cette réforme est une bonne réforme, que les Français ne veulent plus des régimes spéciaux. Ils veulent de l'égalité, c'est dans notre devise républicaine. Et les régimes spéciaux sont une source d'inégalité criante. Donc de l'égalité par la suppression des régimes spéciaux, une retraite minimale pour que quand on a travaillé toute sa vie, on ait un revenu décent quand on est à la retraite. Ce sont des réformes de justice sociale. Donc oui, il faut les faire. Maintenant, il faut les faire dans de bonnes conditions. Climat économique serein, épidémie maîtrisée et concertation avec les partenaires sociaux. Il nous semble à l'heure où je vous parle, ces conditions ne sont pas réunies. J'espère qu'elles le seront le plus vite possible parce qu'il faut faire cette réforme. Alors l'épidémie n'est pas maîtrisée, notamment pas en Outre-mer. L'état d'urgence sanitaire, il sera prolongé. Est-ce qu'il faut s'alarmer en métropole de ce qui se passe outre-mer? Il faut être très vigilant. Il faut regarder à chaque fois, et c'est ce que nous faisons depuis le début, comment évolue la situation sanitaire et adapter la réponse à chaque territoire. Et c'est ce que nous faisons en Outre-mer avec des différences territoriales. On voit que Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas de cas et donc nous l'avons exclu du régime d'état d'urgence par la loi. En revanche, il y a des cas, on sait, en Polynésie, en Guadeloupe, en Martinique et la Nouvelle-Calédonie qui nous soucie en ce moment alors qu'elle a peu de cas, mais c'est un territoire très isolé et donc ils ont pris des mesures sur place très strictes avec un confinement et avec une obligation vaccinale et ce sont des décisions qui ont été prises localement. Et que vous validez, et est-ce qu'il ne faut pas que ça fasse école, cette vaccination obligatoire? Est-ce que ça ne doit pas être un modèle aujourd'hui, par exemple dans telle ou telle ville de métropole où l'épidémie flamberait? Alors, je ne crois pas sur telle ou telle ville de métropole parce que ça n'est pas étanche. On n'est pas comme sur la Nouvelle-Calédonie où nous sommes sur un archipel, nous sommes sur des îles. Donc, on peut assurer en fait de contenir l'épidémie. Donc, sur des villes de métropole, non. En revanche, nous avons fait le choix de cette vaccination obligatoire pour toutes les professions qui sont en contact avec les plus fragiles. Et selon l'évolution de la situation, encore une fois, il ne faut rien s'interdire. Il faudra regarder comment cela évolue. Pour le moment, on voit qu'on s'en sort plutôt pas mal avec les mesures qu'on a prises, pass sanitaire, obligation vaccinale pour certaines professions et une vaccination qui marche du feu de Dieu. On est à plus de 70% de la population qui est vaccinée. Si on n'arrive pas dans les mois qui viennent à contenir l'épidémie avec ces mesures, il faudra peut-être aller plus loin, plus fort. Et prolonger l'état d'urgence sanitaire qui est en vigueur jusqu'au 15 novembre, ça vous semble évident, on le fera, ou il y a une chance qu'on n'ait pas besoin de le faire? Alors pour le préciser, on n'est pas en ce moment dans l'Hexagone en état d'urgence sanitaire, on est sur un régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire, c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, le Premier ministre ne peut pas confiner l'Hexagone ou prendre des mesures générales de couvre-feu, c'est très important. Et donc cet état transitoire, cet état intermédiaire, nous regarderons si
l'épidémie continue son chemin, il faudra probablement prolonger un certain nombre de mesures pour réussir à le contenir. On voit que ça marche en ce moment quand même. On voit en ce moment que dans l'Hexagone, on n'est pas sous confinement, on n'est pas sous couvre-feu, nos commerces marchent, les restaurants marchent, l'économie repart, il n'y a pratiquement plus de chômage partiel. Donc là, ça repart grâce à ces mesures-là. Donc si on doit les prolonger, il faudra agir en responsabilité et le faire. Il y a aussi un autre phénomène qui nuit au pays, ce sont les rodéos urbains. Un rodéo urbain a encore causé des incidents avec la police et des affrontements avec les jeunes à Corbeil. Comment en finir? Est-ce que les drones dont l'Assemblée a parlé, c'est la solution? Alors ça peut être une solution, en tout cas c'est une solution qui est proposée et il est proposé de l'expérimenter. Nous avons voté une loi en 2018 pour contrer les rodéos urbains en faisant un délit spécifique. Faire un rodéo, c'est faire un délit spécifique. Avant on était sur la mise en danger, intervenir, ça crée un etc. accident, donc la police ne sait Exactement. pas quoi faire. Intervenir, ça crée un accident. On voit bien quand même que depuis 2018, les condamnations pour rodéo ont été multipliées par 10. Donc on a une loi qui marche et qui est efficace. Il faut probablement aller plus loin parce qu'on a du mal sur les confiscations, sur les interpellations. Et il y a ces propositions qui sont dans le débat. On va en débattre là dans 15 jours au Parlement, mais c'est intéressant. Faire une loi, évaluer, améliorer, je pense que ça, c'est de bonnes pratiques. Un mot très court sur Jean-Paul Belmondo, hommage cet après-midi aux Invalides. Étiez-vous fan? Moi, j'étais fan, mais en fait, mon film culte de Belmondo, alors c'est très classique, mais c'est Itinéraire d'un enfant gâté. Voilà, comme beaucoup, avec un Belmondo peut-être plus posé, plus poète, et donnant vraiment toute sa mesure. Un film absolument inoubliable. Yael Braun-Pivet, merci, bonne journée.